Le temps de l'info, dernière partie, on est ravis de vous accueillir, Général Jean-Paul Paloméros, ancien commandeur suprême de l'OTAN, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française. Alors on a plein de questions à vous poser évidemment en rapport avec l'actualité, vous l'avez suivi comme nous, ce crash de l'avion d'Azerbaijan Airlines mercredi dernier, avec l'empennage arrière de l'appareil qui dès le soir laissait peu de doute sur les causes de ce crash criblé de trous. Et puis, hier, un président azéri, Aliyev, qui a tapé du poing sur la table en disant « Maintenant, ça suffit, les Russes nous ont baladés et nous, on demande des compensations, on demande des explications. » Écoutez. La Russie doit s'excuser auprès de l'Azerbaïdjan. Ils se doivent de reconnaître leur culpabilité. Enfin, les responsables devront être punis et traduits en justice. Une compensation doit être apportée à l'État azerbaïdjanais afin d'aider les survivants et les membres du personnel de bord. Voici nos conditions. La première a été remplie hier par la Russie. J'espère que les suivantes seront aussi acceptées. Est-ce que ça vous étonne, ce ton un peu martial du président azéri à l'encontre de Vladimir Poutine, dont il est toujours une sorte de vassal, un pays frère, et là qui dit maintenant ça suffit, on veut ça, ça et ça? Oui, enfin, c'est quand même un peu le service minimum, si je puis dire, parce qu'il est obligé de réagir. Ça reste malgré tout dans les normes. Il donne effectivement pour son peuple, c'est une réaction qui est attendue. Il va chercher des dédommagements, il l'a dit, et des excuses. Monsieur Poutine, c'est assez rare, à présenter des excuses. Donc, du bout des lèvres, hein. Oui, du bout des lèvres, mais s'il n'était pas responsable, je pense qu'il n'est pas de nature habituellement à présenter des excuses, même quand visiblement il est responsable. Donc il n'y a aucune ambiguïté, à mon sens, sur le fait que ce soit effectivement un tir de missiles russes, ce qui amène à un certain nombre de questions intéressantes. C'est d'abord que les Ukrainiens sont capables de frapper encore et toujours à cette distance avec des drones. C'est ça dont il s'agit. Alors on ne sait pas si ce jour-là il y avait des drones ukrainiens. C'est Poutine qui le dit, on a été obligé de mettre en route la défense antiaérienne parce qu'il y avait des drones ukrainiens sur Grozny. Alors oui, enfin on peut travailler au deuxième degré, mais on peut penser quand même que c'est dans le brouillard un peu de cette guerre que s'est déroulé cet incident. C'est pas le premier. Souvenons-nous, il y a une bonne dizaine d'années, malheureusement, ce vol de la Malaysian Airlines qui avait été abattu par un missile russe dans le Donbass. C'était quand même un acte de guerre. Ça a été avéré par la commission d'enquête. C'était un missile russe Buk qui avait été mis en œuvre par les forces d'opposition dans le Donbass. Ce qui veut dire que primo, le survol des zones de guerre, évidemment, et ça, faut-il le rappeler une fois de plus, doit être absolument interdit, ou en tout cas déconseillé pour le moins, fortement déconseillé. Là, on se situe dans un vol de proximité, si vous voulez, entre deux pays frontaliers. On peut imaginer qu'il y a en permanence des besoins de transport, mais enfin... On sait aussi que maintenant le risque existe un peu partout en Russie. Pour interdire l'espace aérien au-dessus de la Caspienne ? Le problème, c'est que l'espace aérien, il appartient aux pays, en l'occurrence là, qui sont souverains. Donc l'Azerbaïdjan fait ce qu'il veut. Il a évidemment les recommandations de l'organisation aérienne de la sécurité civile, l'OACI, mais il en fait ce qu'il en veut. Et preuve est faite que, malgré tout, il continue à trafiquer, si je puis dire, et à voler dans l'espace aérien russe. Moi, je pense que l'hypothèse d'attaque de drone est vraisemblable. Elle ne justifierait pas à elle seule le fait qu'un avion de cette nature, qui est quand même très différent d'un drone. Sa signature radar. Sa signature radar est différente. Enfin, il y a des plans de vol,
c'est quand même un espace aérien qui est contrôlé. Il y a des transpondeurs aussi. Bien sûr. L'avion émet. Ça fait beaucoup de successions d'erreurs. C'est souvent le cas d'ailleurs dans les accidents, de quelque nature que ce soit. Non, je crois que c'est une méprise qui prouve aussi peut-être, sans aller trop loin, mais la nervosité des Russes vis-à-vis de cette menace pressante et permanente que représentent en particulier les drones ukrainiens. Et on sentait bien que le président Aliyev était obligé quand même de réagir et de taper du poing sur la table parce que l'émotion, elle est considérable en Azerbaïdjan. Et en plus, on a vu avec les vidéos, notamment des passagers, c'est presque une catastrophe aérienne qu'on a pu vivre heure après heure, presque en direct. Et c'est vrai que les preuves étaient tellement accablantes avec les images que l'on a vues, notamment des impacts sur la carlingue de l'avion, que Vladimir Poutine n'avait pas vraiment d'autre choix que d'endosser, même du bout des lèvres, comme vous le disiez, une partie de la responsabilité. Et Ilham Aliyev est vraiment là pour dire nous obtiendrons réparation, j'obtiendrai quelque chose de la Russie pour les faire payer quelque part. Aliyev, c'est pas non plus l'homme lige de Vladimir Poutine. Ils sont sur une politique très pro-turque, finalement, les Azéris. Donc là, il marque aussi une façon de prendre ses distances, mais il n'a pas du tout validé complètement la politique d'annexion, par exemple, des régions ukrainiennes de Vladimir Poutine. Donc il y a quand même une forme de distance qui est prise à certains moments par Aliyev. Et ça peut agrandir le fossé, un épisode comme celui-là. Vous savez, malheureusement, ça passera. Ouais. C'est ainsi, ça fait partie de l'histoire. Non, je crois qu'il en faut plus pour vraiment renverser une situation où les Azéris, quand même, je suis d'accord avec vous, mais ont intérêt à ménager Moscou, quelque part. Ouais. L'Ukraine, maintenant, on a appris quoi ce week-end? On a appris que les Ukrainiens étaient obligés de se rationner sur les missiles longue portée, que ce soit les Attack-MS, que ce soit les Storm Shadow britanniques, parce qu'ils en ont de moins en moins. Les Américains disent qu'il leur en restait entre 10 et 40. Et puis, il y a également l'appel de Donald Trump à dire « Moi, quand je serai au pouvoir, c'est-à-dire dans 22 jours maintenant, le 20 janvier, eh bien, j'autoriserai plus de pouvoir taper à l'intérieur de la Russie. » Ça peut changer le cours des choses, ça ? Ça peut changer le cours des choses. Disons que c'est un instrument de moins, un mode d'action qui s'affaiblit. Les Ukrainiens n'ont pas non plus une panoplie inépuisable de modes d'action. On savait quand même, c'est pas vraiment une surprise, que, par exemple, pour les Storm Shadow et les Scalp, on voit quels sont les missiles en stock dans nos pays, c'est-à-dire en Grande-Bretagne, en France, voire en Italie. C'est pas très surprenant qu'ils arrivent aux limites du potentiel et de la quantité qu'ils peuvent tirer. Sur les Attacoms, c'est un peu la même chose. Ils n'auront pas été... C'est quelque chose qui est assez confidentiel. On a du mal à déchiffrer exactement, mais ils n'ont pas été livrés en masse non plus. Ils n'ont pas été... Parce que ce sont des missiles aussi qui sont rares, qui sont coûteux. Et on voit que même les Américains ont quelques difficultés à fournir, nonobstant les retards qui ont été pris par l'administration et que le président Biden essaye de rattraper in fine. Là. Vraiment, c'est la course contre la montre, en quelque sorte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette stratégie de frappe dans la profondeur, elle a ses limites. Oui, ils peuvent faire des coups. Moi, je n'ai jamais pensé que ça renverserait vraiment le cours des choses. Mais dans la situation où l'Ukraine, et même si c'était d'ailleurs un conflit plus équilibré, c'est toujours appréciable de pouvoir aller frapper chez l'adversaire et de faire peser cette menace. C'est aussi pour ça qu'ils ont développé, on en parlait à l'instant, des drones de longue performance, de grande performance, de longue endurance, pour aller faire peser cette pression. Mais ça ne fait pas une stratégie. C'est simplement un moyen de peser sur l'adversaire. Ça ne renverse pas le cours des choses sur le terrain, sur le front et sur les équilibres qui sont évidemment instables, et surtout les équilibres humains.
Pour compléter peut-être ce que vous disiez, Général, pour vous donner un ordre d'idée, des missiles longue portée qui ont été envoyés, la France en avait promis 40 par exemple. Oui, je sais. 40 et une dizaine seulement a donc été reçue par Kiev. C'est rien du tout, une dizaine pour les attaques MS américains. Là encore, les chiffres sont assez opaques, mais d'après les informations du Washington Post, ce serait une centaine d'attaques MS qui auraient été envoyées depuis le début de la guerre, sachant que certains d'entre eux ont été probablement utilisés. Donc, au moment où Kiev reçoit l'autorisation d'utiliser ces missiles longue portée pour frapper le sol russe, déjà les stocks sont extrêmement limités. Et ce qu'expliquait Zelensky, c'est que le but était d'utiliser ces missiles pour des attaques symboliques. Pour qu'évidemment, au moment d'arriver sur la table des négociations, il y ait quelques gains symboliques minimes. Le but, c'est de toucher des centres de gravité. Que ce soit des centres de gravité politiques, c'est pas vraiment ce qu'ils ont fait, mais surtout militaires. Quand vous touchez des centres de dépôt de carburant, des points de convergence de logistique, des points clés, c'était ça. Mais comme je le disais à l'instant, ça fait pas. Les Russes sont résilients malgré tout, et ça fait pas gagner une guerre. Ça fait peser la pression, ça affaiblit quelque part malgré tout les Russes. Mais on voit bien les chiffres que vous donnez. Bon, je ne peux pas les avérer, enfin, les attester en ce qui concerne la France, mais de toute façon, on sait que ça se chiffre en dizaines et pas plus. Et pour les ATACMS, je pense que le retard pris par l'administration américaine, qui n'a pas livré, loin de là, tout ce qu'elle avait promis. Faut-il encore le rappeler? Et ça pèse très très lourd, puisqu'on sait très bien que c'est les Américains qui tiennent à bout de bras le soutien de l'armée ukrainienne. Et est-ce que finalement, ce qui pourrait peut-être peser au moment des négociations, c'est pas plutôt ce qui se passe encore dans la région de Belgorod, qui est finalement cette incursion avec des moyens militaires minimes, mais qui symboliquement, aux yeux de la population russe, pèse quand même, montre que les Ukrainiens sont capables d'eux. Oui, mais il me semble que la population russe semble un peu éloignée de ça. Enfin, pour ce qu'on peut comprendre la population russe, parce qu'on n'y est pas. Vous avez des correspondants, ils ont leur ressenti, mais c'est quand même une vision un petit peu éthérée qu'on a de ce qui se passe vraiment en Russie. Oui, le gain fait dans la région de Koursk, c'est toujours bon à prendre. C'était une stratégie assez risquée, on l'a dit ici sur ces plateaux. Mobiliser des forces de bon niveau, voire des forces spéciales sur ce théâtre-là, ça veut dire qu'aussi c'est affaiblir quelque part l'autre front. Donc on verra in fine si ça pèse dans la balance. J'ai peur, malgré tout, que ça ne pèse pas autant que les Ukrainiens auraient pu le souhaiter. On avance, si vous voulez bien. Vous étiez ancien commandeur suprême de l'OTAN. La Finlande est passée dans l'OTAN à la suite de ce conflit. Qu'est-ce qu'on apprend? Que les Russes vont mener des exercices le long de la frontière finlandaise. Et ça a beaucoup intéressé aussi le colonel Michel Goya. Écoutez-le. Vous avez rappelé, les Russes ont créé un nouveau commandement dans cette région qu'ils ont baptisé Leningrad. C'est pas Saint-Pétersbourg, c'est le commandement de Leningrad qui a été recréé dans cette zone. Alors qu'avant, c'était une zone, ça faisait partie du Grand Ouest, etc. Donc il y a un intérêt particulier à nouveau sur cette zone. Et il y a à nouveau, alors c'est même pas nouveau, c'est en réalité les plans, il y a toujours eu. Il ne faut pas oublier que tous les 2 ans, les Russes faisaient un exercice Zapad, ça veut dire l'Ouest. Et les exercices Zapad, c'était toujours des exercices offensifs dans lesquels on pénétrait quelque part, quoi. Et les cibles premières, c'était plutôt les pays baltes. Voilà, qu'est-ce que ça change pour les Russes, la Finlande, la Suède dans l'OTAN? C'est-à-dire que pour eux, une forme de menace se rapproche aussi et ils font des exercices le plus à l'ouest? Ça fait partie de cet équilibre qu'on a vécu pendant la guerre froide. Il y avait des exercices. Le tout, et ça j'ai pas l'information, est de savoir s'ils ont averti ou non les pays concernés, enfin l'OTAN, de ces exercices. Normalement, il y a des bonnes pratiques qui sont qui ont cours, et ça, je serais intéressé d'avoir cette information, de voir s'ils ont averti, mais il n'y a que l'OTAN qui puisse nous le dire. Parce que c'est ça les mesures de précaution, en fait. Qu'on s'entraîne. Après tout, l'OTAN fait ça au quotidien. Et elle explique à juste titre que c'est pour se préparer et si possible à ne pas avoir employé la force, montrer sa force pour ne pas avoir à l'employer. Comment montrer sa force si ce n'est en montant des exercices? Non, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement avec la Finlande et la Suède qui ont rejoint l'OTAN, en fait on a comblé quelque part un vide, un trou,
potentiellement en tout cas, géostratégique dans le nord de l'Europe, dans le nord de l'OTAN. Et ça nous inquiétait beaucoup. En 2014, donc, la Suède et la Finlande étaient des partenaires avancés et nous avons beaucoup travaillé avec eux pour qu'ils puissent intégrer l'OTAN au moment où ils le voulaient. C'était simplement un problème politique, c'était pas un problème militaire. Une question politique qui se jouait d'ailleurs à 51-49. Eh bien, à partir de là, les plans de l'OTAN sont devenus totalement cohérents sur sa façade nord, puisque la Suède et la Finlande ont été intégrés. Et ça, M. Poutine ne peut pas ne pas le savoir. Il sait très bien que l'OTAN est très solide et très robuste et que ces plans qui sont développés maintenant pour la Finlande et la Suède, ils étaient dormants déjà, puisque c'était des partenaires avancés. On se doutait bien que si on devait déclencher l'article 5 dans cette région, la Finlande et la Suède y seraient associés. La preuve, c'est que quand j'étais commandeur de l'OTAN, j'ai organisé un très gros exercice, le premier grand exercice d'article 5 depuis des dizaines d'années. Et on avait inclus d'emblée la Suède et la Finlande dans cet exercice. Mais c'est une défaite pour Poutine, en fait. Oui, il essaye d'envahir l'Ukraine et puis ça, il faut bien qu'il paye un peu la Finlande et la Suède. Et ses attaques contre un pays souverain. Bon, c'est pas exactement ce qu'il attendait. Je pense qu'il pensait que ni la Finlande ni la Suède n'iraient jusque-là. Eh bien, voilà. Il a perdu, mais ça rend l'OTAN plus fort. Ça lui donne aussi plus de responsabilités. On a élargi l'OTAN progressivement jusqu'à 32 pays. Moi, quand j'étais commandeur de l'OTAN, c'était 28. Donc ça veut dire que la surface aussi d'attaque est plus large, du nord au sud. Et ça veut dire que, quelque part, il faut générer plus de force. Les pays qui rentrent, la Suède et la Finlande, ont des armées cohérentes, et je dirais surtout la Finlande d'ailleurs, qui est restée toujours mobilisée dans son statut, qui n'était pas neutre. La Finlande appartient à l'Union européenne depuis bien longtemps, a signé le traité de Lisbonne. C'est pas tout à fait neutre, mais n'était pas dans l'OTAN. Ça fait la différence. Mais d'autres pays, on le voit bien dans le sud de l'OTAN, l'arrivée d'autres pays qui ont moins de moyens militaires a fragilisé l'OTAN. Raison de plus pour mieux travailler ensemble, être plus interopérables et créer cette dynamique d'exercice et d'entraînement pour être sûr qu'on n'a pas de trou dans la raquette. Quels sont, d'après vous, les pays justement du flanc est de l'OTAN les plus menacés, en fait, ceux qui ont à être le plus inquiets aujourd'hui ? L'OTAN, faut-il le rappeler, c'est une organisation, une alliance politico-militaire, avec des ambassadeurs qui siègent en permanence pour traiter de problèmes de défense et de sécurité. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il faut une cohérence entre une politique qui soit cohérente et qui soit stable, et puisque tout se passe au consensus. Il faut le consensus de 32 pays pour avancer. Et parfois, c'est difficile. Et puis, une dimension militaire, évidemment, qui soit crédible. On vient d'en parler. Donc, pour répondre à votre question, il n'y a qu'à décrypter ce qui se passe aujourd'hui dans le sud-est de l'OTAN. Et ça a toujours été mon opinion, et je la maintiens. C'est sans doute là le point clé, je n'allais pas dire le point faible, mais le point clé de l'attaque de Poutine, mais de l'attaque dans toutes ces dimensions. L'influence, on le voit bien dans les élections. Oui. Ça part de la Géorgie, mais qui n'est pas dans l'OTAN, mais quand même qui avait peut-être une volonté de le rejoindre, ça va être difficile. Et puis, on parle de la Roumanie, on parle de la Hongrie, on parle de la Slovaquie. Ça commence à faire un croissant, je dirais, d'instabilité. Et ça, M. Poutine le sait. Donc, et en plus, c'est très important. Accès à la mer Noire. Le sud de l'OTAN, c'est le plus fragile, quelque part. On pourrait même aller jusqu'à la Méditerranée, d'ailleurs, avec le potentiel pour les Russes de rester dans la base de Tartous. Donc ça fait partie d'une grande stratégie de Poutine. Et c'est, à mon avis, un angle qui est moins solide que celui du Nord, pour faire la relation avec les pays baltes, qui, eux, sont très déterminés. Il n'y a aucun doute. Et ça va être très difficile pour M. Poutine de renverser les cartes dans ces pays-là. Parce que même s'il y a des minorités russes, ils ont bien appris qu'être de ce côté de la frontière, c'était quand même plus rassurant et plus prospère, en quelque sorte, que de rester du côté... Alors, je vous fais écouter, si vous le voulez bien, justement, cet extrait de la télé russe avec le propagandiste Soloviev, qui répète à l'envi qu'ils veulent toujours la grande Russie. Écoutez-les. Pensez-vous que je plaisante lorsque je mentionne la Finlande, Varsovie, les pays baltes, la Moldavie, Tallinn avant tout? Tout retournera à l'Empire russe. Et l'Alaska aussi, tant qu'on y est.
Voilà, l'Alaska qui est quand même américain. Ils ont toujours cette idée, vous le savez dans l'OTAN, du retour à une espèce de fantasme de Grande Russie. Oui, alors si on voulait un peu sous un ton un peu plus léger, on voit que M. Trump aussi a quelques ambitions pour élargir les États-Unis. Mais bon, si on revient à la Russie, bien sûr, mais là on est dans la provocation. Là on est dans la conquête militaire, hein, on l'imagine bien. Ah bah là oui, si on écoute Soloviev, c'est la grande guerre, sauf qu'il n'a pas forcément compris que la donne avait beaucoup changé depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui avait eu quand même Nagasaki, Hiroshima, et puis une guerre froide qui était passée par là. Donc les Russes, même s'ils le voulaient, ne pourraient pas renverser la table à ce niveau-là. On en a parlé, l'OTAN, la présence des États-Unis, qui ne se démentira pas, à mon avis. Bon, ça c'est un pari que je prends, mais qui changera de nature peut-être. Sans compter les initiatives à l'échelle de chaque pays qui ont très fortement renforcé à la fois leurs frontières, leur équipement militaire et leurs armées. Donc, ils citent finalement les pays qui sont les mieux préparés, qui sont les mieux à même à faire face à une éventuelle invasion russe. Les pays baltes, on l'a dit, la Finlande, la Suède, ces dernières années, la Pologne évidemment, ont très largement augmenté leur budget de défense. Il faut avouer qu'ils partaient de loin, c'est pas forcément de leur faute, mais c'est quand même un paradoxe de cette guerre, c'est que tous ces pays, et je les ai bien connus parce qu'on les a aidés, quand j'étais commandeur de l'OTAN, à se transformer. C'était mon job, mon métier. Et ils mettaient en œuvre du matériel de l'ère soviétique, y compris l'Ukraine. Et donc, ce qui s'est passé là, c'est que finalement, ces pays ont donné plus ou moins ce matériel, ces équipements à l'Ukraine, et ont donc commandé aux États-Unis, malheureusement, pour nous, Européens, les matériels, en très grande partie en tout cas, et ont renouvelé ainsi, comme vous le disiez, leur effort de défense et leur capacité. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, le compte, malgré tout, le compte n'y est pas. On va reparler de l'Europe, de ses capacités d'autonomie stratégique. Non, il faut pas rêver. C'est pas neutre. L'Europe a des capacités, mais elle n'est pas encore au niveau, et je ne sais pas si elle le sera un jour, je le souhaite, pour soutenir un effort tel que celui qui est demandé pour l'Ukraine. Et c'est ça, l'équation du 20 janvier, elle est là. Merci beaucoup, Général Jean-Paul Paloméros, ancien commandeur suprême de l'OTAN. Vous avez tout de suite rendez-vous avec l'ami Christophe Moulin, c'est LCI Midi.